Sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Docteur Simon est là, Alphonse Aïssia Bena est là également, Docteur Youg Kouchou est là, et barista Cheikh Ali, voilà, il y a ce mot-là, interdiction de se réunir. C'est quoi? C'est un mot qui nous est déjà familier au Cameroun. On interdit tout. Même ce il y avait un danger, il y a un danger. Serge Alain, des sous-préfets. Est-ce qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public? Parce que c'est l'argument qui vient très souvent. Vous avez oublié qu'un sous-préfet de Yaoundé avait interdit la célébration du mariage de mon camarade, Bibou Nissak, en disant que ce mariage risquait de troubler l'ordre public. En fait, ces gens sont frileux. Ils sont frileux. Est-ce que le contexte ne s'y prête pas? Vous ne le comprenez pas? Comment le contexte ne s'y prête pas? Alors, il faut donc les comprendre, non? Mais Serge Alain, ils mangent du pain aussi, ces taximans, ces transporteurs-là. Ils ne prennent pas de l'argent sur les arbres. Ils prennent l'argent chez leurs clients. Alors, si un taximan avait l'habitude d'acheter 4 baguettes de pain à 125 francs, ça lui fait 500. Aujourd'hui, donc, on lui dit que 500 ne suffisent plus pour lui permettre d'acheter 4 baguettes de pain. Il va trouver cet argent à moins de voler. Il sera obligé d'augmenter le prix. Si le prix des denrées de première nécessité augmente, tous les secteurs socio-professionnels vont aussi augmenter. Et c'est là où on va se retrouver dans une situation qui va être délicieusement amère pour ces sous-préfets-là. Pas toutes les professions libérales, tout le secteur privé, chacun va revoir le prix de ses biens et de ses services à la hausse. Et comme ils disent que leur trésorerie est vide, on va voir comment on va augmenter le prix, le salaire des agents de la fonction publique pour leur permettre d'assouvir leurs besoins primaires. Parce que le policier qui prête main forte aux décisions du sous-préfet là, lorsqu'il sort de chez lui, il prend le taxi pour aller au commissariat. Il doit acheter la baguette de pain pour ses enfants. Il doit acheter la baguette de pain pour ses enfants. Il doit acheter des habits pour sa famille. Mais lui, il a un salaire fixe. Alors, comme il pousse les citoyens à bout, chacun va augmenter. Et d'ailleurs, je vous annonce, moi, je double le tarif de mes honoraires à partir de demain. C'est encadré. Non, monsieur, les honoraires ne sont pas encadrés. C'est les émoluments des huissiers qui sont encadrés. Les honoraires de l'avocat sont débattus librement entre l'avocat et son client. Et je vais estimer que vous dites que vous allez doubler. Oui, Serge Alain. Ils vont se bousculer au portillon, je vous donne ma parole. Docteur, on a dit, c'est débattu. On a dit, je milite depuis suffisamment d'années et mon portefeuille client n'a pas baissé. Bien au contraire. Alors, vous l'avez dit, les honoraires sont débattus entre l'avocat et son client en fonction du client. Alors moi, avocat, je vais estimer qu'un Camerounais qui est capable de s'acheter une baguette de pain malgré l'augmentation, c'est qu'il est capable de supporter la hausse de mes honoraires. Donc même vos camarades incarcérés à Kondégué? Oui, monsieur, il a dit qu'à partir de demain, il va doubler, c'est pour tout le monde. Peut-être que vous ne connaissez pas bien cette actualité. Sachez que tous les avocats impliqués dans la défense des prisonniers politiques, y compris même les avocats qui ne sont pas militants ou membres du MRC, ont, avant de prendre le dossier, donné quitus au MRC, ils ont dit, nous plaidons pro bono, pour la beauté du geste. Et nous autres, alors, contre justiciables? Il a dit ça à la tête du client. À la tête du client. Vous pouvez acheter du pain, ce que vous pouvez payer les honoraires de mon cabinet. On n'a plus de pouvoir d'achat. Les taximans, pour revenir dans le débat, c'est quand même malheureux. Ce n'est pas une formation politique. C'est des paisibles Camerounais, des travailleurs. C'est une association. Des dirigeants syndicaux. Ce n'est même pas une association. C'est des dirigeants syndicaux. Des défauts de déclaration publique. Est-ce que c'est une manifestation publique? C'est une association et qu'il faut une déclaration. Docteur, c'est les réunions. Minimum.
Je sais que vous êtes habitué à ça, à tout faire sans déclaration. Vous allez rapidement. Non, docteur Simon. Oui, ils sont habitués à ça. C'est pour ça que je suis pas. Le MRC. De l'entendre. Aucune manifestation du MRC. C'est les experts en. Docteur, vous pouvez me permettre d'y aller? Non, je vous en prie. Entre intellectuels, en fait. Entre grands intellectuels. Sentez-vous, allez-y. C'est les manifestations qui doivent être déclarées. Des réunions n'ont pas besoin d'être déclarées. Nous l'avons dit, répété sur tous les tons. Mais le RDPC aussi a ses juristes. Ils ont même des grands professeurs de droit. Depuis que ce débat est né, jusqu'aujourd'hui, personne ne nous a montré la disposition légale qui dit que pour une réunion, qu'on doive déclarer. Et d'ailleurs, quand on parle de risque de trouble à l'ordre public, des dirigeants syndicaux se réunissent. Ils veulent prendre une décision, mais ils veulent prendre la population à témoin. Ils décident donc, comme ils ne vont pas aller... Ils veulent dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Ils vous invitent, vous les hommes de médias. Vous n'êtes pas armés, eux aussi ne sont pas armés. Au moment où vous leur tendez le micro, voilà, un administrateur civil arrive, il dit, il y a risque de trouble à l'ordre public. Ce qui va troubler l'ordre public, c'est l'augmentation du prix de la baguette. Ce n'est pas les réunions des partis politiques. Ce n'est pas la grève des enseignants. Non, monsieur. C'est le fait d'affamer le peuple. Toutes les révolutions ont eu le même cri de ralliement. Du pain et du pain. Les Romains disaient des pains et du jeu. Un Camerounais qui était en verve avait dit pendant la CAN, il a dit du piment et des jeux. Du piment? Oui, faisant allusion à vos invités de luxe là. À vos influenceuses. Il a dit du piment et des jeux. Maintenant, on n'a plus de jeux. La CAN est finie. Le régime pensait que la CAN allait anesthésier l'esprit des Camerounais pour des siècles et des siècles. À un moment, moi, j'ai craint qu'après la CAN, pendant 10 ans, 20 ans, que le Cameroun ne soit en mesure d'avaler toutes les couleuvres. Malheureusement, à peine les derniers lumignons de la CAN se sont éteints, que nous découvrons aujourd'hui incapables de supporter la plus petite augmentation du train de vie. Nous sommes incapables d'accepter la plus petite diminution de nos revenus. Comme disent mes amis, mes anciens collègues Ben Sekiner, aujourd'hui là, tout le monde a le sang à l'œil. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils veulent brider l'expression. D'ailleurs, vous en avez un peu fait les frais. Oui, Alphonse Aïssi Abena, on parlait de cette... lorsque vous rentrez dans certaines boulangeries, les prix sont affichés. Oui, mais les prix sont affichés. Les Camerounais ont adopté ces prix. Hein. Oui, les Camerounais. C'est nouveau prix. Non, ils n'ont pas encore adopté ces nouveaux prix. Mais ils achètent du pain. Mais ils n'ont pas de choix. Raison pour laquelle on invite le ministre du Commerce à rendre public déjà la décision qui consacre cette augmentation. Sinon, est-ce que vous dites que le ministre... Nous allons porter plainte. Alphonse, vous dites que le ministre n'a pas encore rendu public, mais les Camerounais acceptent. Est-ce qu'ils peuvent contester, s'ils ont les moyens de contester lorsqu'ils se retrouvent comme ça à la boulangerie? Vous savez, c'est une denrée alimentaire. On ne peut pas appeler au boycott parce qu'il y va de la suivi. Il y a des gens qui, pour eux... Pas le boycott, l'aliment principal... Ils restent sur l'ancien prix, puisque la note n'est toujours pas là. Mais ils ne pourront pas parce que là, ils sont en face des distributeurs, des vendeurs qui imposent le prix. Et il y a de l'autre côté des consommateurs qui veulent assouvir des besoins. Oui. Donc ce qui fait en sorte qu'il est difficile de contester, il est difficile de boycotter, raison pour laquelle ils accèdent donc à cette violation de leurs droits en achetant au prix le plus cher. Raison pour laquelle on invite le gouvernement à rendre déjà public d'abord cette décision. Il faut que le ministère du Commerce, qui est en charge de la régulation des marchés et des prix, qu'il prenne une décision. Et là, nous allons donc prendre acte. Mais à l'heure actuelle, toute augmentation du prix du pain est illégale et sera sujet à des plaintes que nous allons déposer très bientôt auprès des tribunaux parce qu'il faudrait qu'on soit légaliste à tout temps et à tout moment. Vous avez vu, on a empêché des réunions en disant que ça trouble à l'ordre public, mais ces augmentations troublent véritablement notre jouissance, surtout qu'on n'a plus de pouvoir d'achat. Je le disais, c'est le pain aujourd'hui, demain, hier c'était d'autres produits, demain ça sera le riz,
Après-demain, ça sera le poisson. Tout augmente, tout flambe, mais le pouvoir d'achat du Camerounais ne suit pas. Le pouvoir d'achat est resté le même. Parce qu'il y a un avocat qui dit qu'il va augmenter ses prestations. Doubler. Il va doubler. Sur la base de quoi? Je rappelle que s'il double, il va perdre pratiquement la moitié de sa clientèle. Parce qu'il y a dans son corps ceux même qui n'ont même pas une dizaine de clients. Et comme il dit, c'est à la tête du client. D'autres vont... La compétition, comme le disait l'économiste, va faire en sorte que ceux qui ont des prestations chères ne pourront plus avoir de la clientèle. Donc nous demandons au gouvernement qui est garant de la sécurité alimentaire des Camerounais. peut être cher, mais de qualité aussi. Hein. Pardon? De qualité aussi. Oui, mais Heureusement qu'ils ces sont prestations nombreux, sont hein. de qualité, mais véritablement, on nous dit que on ne... La plus belle femme pas du de monde, faim, docteur. la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc le Camerounais aujourd'hui a un pouvoir d'achat délabré, il ne peut plus avoir accès à certains produits. Ce qui fait en sorte que ces augmentations, c'est une porte ouverte à la floraison de la contrefaçon et de la contrebande. Vous avez vu quand on a augmenté les prix des boissons hygiéniques, c'est là où il y a un boom de consommation de whisky en sachet. Vous voyez maintenant les Camerounais se tuent et s'empoisonnent. Est-ce qu'on doit aller vers ce type de stratégie où on augmente tout azimut, sachant que les Camerounais n'ont pas de pouvoir d'achat? Ils vont donc aller se rabattre dans des produits de mauvaise qualité et c'est l'État qui doit encore payer la facture sanitaire. Parce qu'il faut soigner cela, on aura des problèmes d'insuffisance rénale, il y aura encore des grèves devant des hôpitaux. Est-ce que le gouvernement camerounais veut avoir tout le monde dans la rue, tout le monde en train de dénoncer, en train de réclamer? Non, il faut véritablement faire asseoir toutes les parties prenantes, notamment le mouvement consumériste. Nous avons des propositions pertinentes que nous faisons de temps en temps, mais on ne nous écoute pas. Il faut déjà commencer à nous écouter, nous associer, parce que faire sans nous, c'est faire contre nous. Et moi, je dis, il y a des pistes de solutions. Les pistes de solutions, c'est quoi? Vous avez vu le budget du Cameroun, le budget de 2022. Pourquoi ne pas réduire le train de vie de l'État? Pourquoi ne pas réduire ce train de vie? On a vu pendant que les enseignants grèvent, d'autres arrosaient au champagne l'acquisition de nouvelles voitures. Vous voyez, ça choque certains. Pourtant, une poignée vit au-dessus de ses moyens. Nous disons que ça ne doit plus continuer ainsi. Il faudrait qu'on réduise le train de vie de l'État, qu'on aille chercher vers ceux qui sont tellement riches. Parce qu'ici au Cameroun, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Il y a des gens qui ont des comptes ronflants dormants où se trouvent des dizaines de milliards. Et on les déclare par des biens. Il faut la déclaration des biens parce que dans tout ce contexte où la corruption est tout azimut, un fonctionnaire, comme le disait peut-être un policier qui a un salaire moyen de 200 000 francs CFA, vous croyez qu'il pourra joindre les deux bouts comment? Il va peut-être tempêter auprès des transporteurs qui aujourd'hui veulent aussi hausser le prix. Parce que c'est ça. Et qui subit toutes ces pressions fiscales, toutes ces hausses de prix? C'est le consommateur qui est au bout de la chaîne, c'est le consommateur final, celui-là qui n'est plus protégé. Pourtant, l'État du Cameroun, à travers la loi cadre portant protection des consommateurs du 6 mai 2011, donne tous les pouvoirs au ministère du Commerce, au gouvernement, pour protéger les consommateurs, protéger leurs droits. Ce n'est plus le cas. Nos droits sont véritablement déjà dans la rue. On ne peut plus se permettre d'accepter tout azimut ces augmentations. C'était le ciment, c'était le fer à béton, c'est le sucre. Aujourd'hui, on nous parle du pain. Demain, ça sera quoi? Donc nous disons que nous ne pouvons plus. On nous a demandé de retrousser les manches les années 90. On a retroussé jusque peut-être au niveau des épaules, serrer la ceinture. On a serré jusqu'au dernier bouton. On nous a dit que le bout du tunnel, je ne sais pas lequel, si c'est l'entrée ou c'est la sortie, mais sinon nous voulons voir ce bout du tunnel. Nous voulons vivre décemment. C'est uniquement ce que les Camerounais demandent. Vivre décemment. C'est-à-dire nous sommes là encore au niveau de la pyramide de Maslow pour assouvir nos besoins primaires, avoir du pain, avoir de l'eau, avoir de l'énergie, pouvoir se déplacer. Mais est-ce que c'est trop demandé au gouvernement, surtout que nous payons l'une des taxes, la TVA la plus chère au monde, qui est de l'ordre de 19,25%. Donc nous demandons en retour qu'il y ait des subventions, l'amélioration de nos conditions de vie, parce qu'il y a des gens qui ont été élus pour trouver des solutions, à ces personnes de trouver les solutions à nos problèmes. Voilà. Dites-moi, docteur Coutu, le docteur Simon a parlé de ces produits de substitution. Est-ce que ça peut être une voie? Mais écoutez, ça peut La être... farine de patate, par exemple. Comment faire pour satisfaire
l'énorme demande si on décide de s'engouffrer dans cette voie-là? Merci pour votre question. Je pense que ça peut être une voie parmi beaucoup d'autres. C'est vrai que avoir les produits de substitution fait que lorsque vous ne pouvez pas avoir accès à un bien, peut-être par rapport au prix, ou peut-être parce que la qualité ne vous plaît pas seulement le prix peut être abordable, mais la qualité ne vous plaît pas. Donc avoir un produit de substitution... Ils sont dans le fait que si la guerre continue du côté de l'Ukraine, là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Penser aux produits de substitution comme la patate? Oui, je sais qu'on peut faire du pain, par exemple, avec le manioc, par exemple. Donc, je pense que... Est-ce qu'on aura suffisamment de manioc? Je pense que c'est une solution parmi tant d'autres. En d'autres termes, avoir les produits de substitution, c'est bien. Mais à côté de cela, il faudra associer certaines solutions. Je dis encore une fois de plus que pour qu'un pays se développe, pour arriver à ce point qu'on ne dépende plus de l'importation du blé de la Russie, parce qu'on importe, comme je le disais tantôt, plus de 150 milliards de francs CFA de blé chaque année, et la Russie, c'est notre principal fournisseur. Donc, tant qu'il y a cette guerre en Russie, on aura toujours ce problème-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'on peut envisager. Créer des produits de substitution, c'est ça veut dire que développer la filière du pain à base du manioc, par exemple, c'est une solution. Encore une autre, comme je le disais tantôt, le remède, vraiment, c'est créer la compétition et financer les entrepreneurs camerounais, les étudiants des écoles d'agriculture en fin de formation, afin de mettre à la disposition des moyens, subventions du côté de l'État, prêts bancaires, afin qu'ils puissent développer l'agriculture au Cameroun. Je disais que tantôt, lorsque on a été coupé tout à l'heure, c'est que le problème dans notre pays, si vous voyez, ce qui finance l'économie, c'est les banques, c'est-à-dire le crédit aux entrepreneurs. Parce que pour qu'un pays se développe, l'entrepreneur doit être au centre de l'économie. Mais le problème au Cameroun, c'est que les banques, la majorité donnent du crédit à ceux qui ont des garanties. Alors le taux de pénétration bancaire est de 20% et beaucoup de Camerounais n'ont pas accès au crédit. Mais ils ont des bonnes idées. Certains ont des activités qui tournent, qui devraient normalement, basées sur les activités, être accordées du crédit. Mais on ne le fait pas parce que nos banques sont carrées. Ils veulent des garanties. Alors il faut trouver un moyen que nos banques puissent financer les entrepreneurs camerounais, en dehors seulement de demander du crédit. Par exemple, certaines microfinances ont commencé à le faire, c'est-à-dire qu'ils font des prêts en se basant sur votre activité. Donc, si vous n'avez pas des titres fonciers, par exemple, mais vous avez une boutique qui tourne, vous rentrez de l'argent, vous faites sortir de l'argent, vous déposez à la banque peut-être 1000 francs, 2000, basé sur vos activités, on peut vous accorder du crédit. C'est vers là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir calculer, voir qu'un étudiant qui sort d'une école d'agriculture camerounaise, c'est pas un risque. Pour autant, je veux dire, c'est un risque, mais ce n'est pas un risque dont les banques doivent juste dire qu'on ne peut pas les financer. Il faudrait voir si peut-être ils ont des terrains à leur disposition, peut-être l'État les a fait une subvention, les donne un terrain, ou peut-être un particulier les a prêté un terrain, que les banques comprennent qu'on peut prendre 6 d'entre eux. On les dit, écoutez, vous avez un problème viable et il y a de la demande, par exemple, de nourriture, du blé et tout, et qu'on sent pour financer ça. Donc, il faudrait que nos banques changent leur paradigme, changent leur façon d'opérer et quittent du paradigme de seulement donner du crédit à ceux qui ont les titres fonciers, à donner du crédit à ceux qui ont des activités porteurs ou qui sont en train de... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crise de confiance véritable entre la banque et ses potentiels clients? Non, je pense que c'est parce que nos banques... Vous avez dit que les banques sont en surliquidité. Bon, oui. Je pense que nos banques opèrent de façon un peu, comment je vais dire, j'ai pas envie d'utiliser un mot un peu irrespectueux, mais je pense que la majorité de leurs décisions ne sont pas vraiment basées sur des données. Ils font des décisions basées soit sur l'expérience personnelle, soit sur leur intuition. Oui. Et beaucoup de ces politiques qu'ils opèrent sont imposées de la maison mère qui est à l'étranger. Je pense qu'il faudrait qu'ils commencent à prendre des données, les banques camerounaises, en se basant sur les données. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des informations sur les clients. S'il y a quelqu'un qui ouvre un compte chez vous et que vous constatez qu'il a un petit business, qu'il dépose l'argent 1000 francs, 2000, 3000, pourquoi vous ne donnez pas de crédit s'il n'a pas un titre foncier? Ça n'a aucun sens. Mais nos banques sont tellement carrées par les procédures qu'ils ne veulent pas changer. Et comprenez-les aussi, nos banques camerounaises, c'est que changer est difficile dans leur environnement. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait à la tête des managements des banques camerounaises des leaders forts, des leaders qui sont passionnés par l'innovation. Est-ce que les banques n'arrivent pas là par rapport à ce qu'elles ont vécu dans une certaine période? Non, qui sont dans un Pourquoi vous dites non? Non, quand je dis non, oui, voilà.
Docteur Simon, il y a des gens qui ont mis des banques à terre. D'ailleurs, je dis ça non, que l'État aujourd'hui demande qu'on se regroupe en GIC quand je dis pour non, éviter des individualités. Quand je dis non, je ne dis pas non à ce que vous dites. Oui. Je dis non pour dire que je pense que les étudiants, encore une fois depuis d'agriculture camerounais, n'est pas un risque. Non, on ne parle pas des étudiants. Mais non, les autres. Évidemment, une banque ne fait pas du crédit comme ça. C'est pour ça que je parlais tantôt qu'il y a des microfinances aujourd'hui qui adoptent la bonne approche, qui est de donner du crédit, non pas sur les garanties comme le titre foncier, mais sur vos activités économiques. En d'autres termes, vous pouvez être quelqu'un, vous avez un petit business, vous déposez 1000 francs, 5000, 3000, vous n'avez pas un titre foncier avec vous, mais basé sur vos activités, les données, c'est ça dont je parle. On se rend compte qu'en 6 mois, vous avez pu déposer 5000 presque 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Alors la banque peut se dire qu'on donne du crédit à cette personne. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, le risque est calculé en fonction des activités. Vous voyez ce qu'il dépose dans la banque et ce qu'il retire. Donc, on peut se baser comme ça sur les activités d'un entrepreneur camerounais et lui donner du crédit même s'il n'a pas du titre foncier. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut prendre du risque juste à travers. Évidemment, une banque doit avoir moins de mauvais clients, voilà, et plus de bons clients. Mais les données peuvent lui donner des indications comme quoi celui-ci n'a pas de titre foncier, on peut lui donner du crédit parce qu'il a un petit quincaillerie où il peut verser 5 000 ou 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine comme épargne. Après 6 mois, on peut lui dire on peut vous donner un crédit de tel pour que vous pouvez augmenter votre niveau. Ou aussi une petite entreprise camerounaise, on peut lui donner, acheter une machine pour qu'il puisse produire plus qu'il ne produit davantage. Donc les banques doivent arriver à avoir des données sur le client, voyez-vous, afin de se baser sur ces données, sur les activités économiques et décider si oui ou non ils doivent leur donner du crédit et non plus se figer seulement à des garanties comme le titre foncier qui sont pas archaïques mais qui sont un peu, voilà, qui n'apportent pas vraiment dans l'économie camerounaise puisque beaucoup de nos banques sont en surliquidité. Donc c'est ça dont je voulais ajouter. Ok. Docteur Simon, cette guerre, si jamais elle continue comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Le blé, je voudrais ajouter un autre produit substitution, vous pensez? Non, en plus de la substitution, parce que là, il a également clairement démontré la production locale. Je suis pour cette production locale parce que j'estime que c'est les meilleures solutions. Et nous avons des variétés. On a ce manioc-là, il a parlé, on a la patate, on a l'igname. Et je vous assure que tous ces différents tubercules-là permettent de faire du très bon pain. Mais au-delà de ça, moi, je voudrais qu'on reconnaisse ici que l'État du Cameroun accompagne les projets. Parce qu'à le parler, on a l'impression que rien n'est fait sur le plan gouvernemental. Non, les projets sont accompagnés. Et d'ailleurs, le chef de l'État a demandé aux Camerounais de se rassembler en GIC pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'aide d'une certaine crédibilité dans la conception de leurs différents... Les projets individuels, non, le projet collectif, c'est beaucoup mieux. Parce que individuel, je vous assure que j'ai pas envie de dire que les détournements sont plus évidents ou alors les découragements, voilà, les découragements sont plus perceptibles. Mais lorsque les projets sont faits de manière groupée, c'est beaucoup plus crédible et lorsqu'il est bien conçu et bien détaillé, l'accompagnement est beaucoup plus facile. Voilà, on va sortir sur des blés. Un dernier mot. 1975, 1989. Est-ce qu'on serait là aujourd'hui à pleurnicher parce que la Russie est en guerre si la saut des blés existait? La saut des blés, c'est le symbole le plus flagrant de l'échec de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais que Dieu ait le Cameroun sous sa très sainte garde. C'est tout ce qu'on peut. Alphonse Aïssia Bénin. Oui, mais c'est pour dire que les consommateurs camerounais véritablement vivent le martyre. On invite dans le gouvernement qui doit trouver les solutions afin de faire en sorte que le pouvoir d'achat soit révalorisé, éviter l'impact d'augmentation parce que c'est véritablement asphyxiant. Les ménages n'arrivent plus à tenir les deux bouts et on tire donc la sonnette d'alarme au chef de l'État, aux membres du gouvernement, de véritablement mouiller le maillot, de descendre sur le stade parce qu'il faut marquer les buts pour sauver cette tension sociale qui profile à l'horizon. Donc évitons les tensions sociales parce que avec le pain qui flambe, avec les produits, toutes les denrées alimentaires qui connaissent il y a des hausses, ce n'est pas bon signe et comme je le disais, ventre affamé n'a point d'oreille. Docteur Simon. Oui, simplement. La saut des blés. Oui, non, pardon.
Vivement, la sauce de blé, une autre? Non, par une. Je vous ai démontré ici que des actions, malgré la faillite de la sauce de blé, des initiatives ont été développées pour encourager les populations à toujours produire du blé. Donc, vivement que tous les acteurs, je vais dire ça comme ça, les agriculteurs de cette partie et bien d'autres, se mettent dans la production non seulement du blé, mais également des autres produits de substitution pour éviter pour pallier à de tels manquements si ça perdure. Voilà. Les gens ça pourrait conduire peut-être au changement des habitudes alimentaires. Forcément. Si à un moment, s'il n'y a plus le blé, on fait non, pas seulement on prend encore le petit déjeuner seulement alimentaire. Changement d'habitude alimentaire, mais je voudrais qu'on souligne, parce qu'on se comporte comme si le pain est naturel chez nous. Non. Le pain a été issu de la colonisation. Voilà pourquoi j'ai dit à un moment... Le pain a été issu de la colonisation, qu'on ne l'oublie pas. C'était une denrée consommée uniquement par une certaine élite. Classe, ouais. Donc, on l'a simplement, on s'y introduit, donc pour retourner... Why not? À des vieilles habitudes. Docteur, juste pour conclure, j'aimerais dire que la compétition, augmenter la concurrence, voilà, c'est un moyen très efficace afin de tirer les prix vers le bas et d'améliorer la qualité. Et aussi revaloriser la production locale en se concentrant, entre autres, sur le financement des étudiants qui sortent de 2 écoles d'agriculture. Voilà, c'est ces 2 points que j'étais mentionné ce soir. Il faut qu'on leur fasse confiance. Pas qu'on les fasse confiance, mais je pense qu'on peut utiliser... C'est ça le véritable problème. Ils ont la capacité. Non, ils ont simplement besoin de moyens. Je pense qu'ils peuvent y arriver. On peut les financer des projets porteurs qu'ils apportent en groupe. Les banques évaluent. Voilà, c'est très important de le mentionner qu'ils apportent en groupe. Les banques évaluent. Voilà, l'État peut subventionner en leur donnant les terrains et les banques peuvent venir maintenant de le financement pour produire. C'est ce qui est fait régulièrement lorsqu'ils apportent des projets constructifs. C'est un produit comme du blé, du riz qu'on importe beaucoup. Voilà. Et voilà, pourquoi pas même le poisson, la culture du poisson, d'eau douce. Donc, encourager comme ça les producteurs camerounais, voilà, qui sont de nos écoles d'agriculture, serait une bonne chose. Voilà. Merci, Maître Chekali. Merci Serge Alain. Voilà. Et merci à vos téléspectateurs qui nous ont suivis. Voilà, merci à vous également, Dr Youg Coutu. Merci beaucoup pour l'invitation, Serge Alain, c'est toujours un plaisir. Et merci aux téléspectateurs d'Equinos, c'est un très grand honneur pour moi de m'adresser comme ceux qui m'écoutent. Vraiment, vraiment merci. Alphonse, président Alphonse ici à Bénin, les consommateurs, oui, je vais. Ils avalent la pilule. Mais la pilule amère, c'est pourquoi je vais exiger. Ils avalent quand même. Je demande à tous les consommateurs d'acheter les pains et de les peser. Si le poids requis on achète les pains et les peser. On se balade avec les pèses. Il faut acheter ou rentrer chez vous pour peser. Si la fraude sur le poids continue, dénoncer en saisissant la Fondation camerounaise des consommateurs. Ah, ok. Docteur Simon? C'est un plaisir. Je crois que le débat était constructif et les citoyens ou alors les téléspectateurs ont compris que l'État du Cameroun accompagne à sa manière les consommateurs, ça je vais le dire à M. Aïssi, pour les différentes flambées qui se passent sur nos marchés. Voilà, merci Docteur Simon. Bonne fête, c'est demain. Voilà. Merci encore. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinos Soir. Le rendez-vous il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir également à toute l'équipe de production conduite par Georges Mitterrand-Dam. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h, je l'ai dit. Bonsoir, Wassandé. Parfait.